La fin à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie. Dans ce journal, les grands contours de la rencontre de Kinshasa, le discours de François Hollande, la problématique de la survie du français et Ali Bongo Ondimba qui multiplie les échanges autour de cet événement. Et puis la construction des logements sociaux du côté d'Angonje, projet du chef de l'État, il prend corps au fur et à mesure. Les premières maisons seront livrées en décembre prochain, nous dira dans cette édition d'information Ahmed Mouyaka. Merci en tout cas que de rester fidèle au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, Mbolo Samba à toutes et à tous et surtout bon confort d'écoute. Le Gabon est éliminé. On parle donc des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Orange CAN 2013. Le Gabon vient donc d'être battu par le Togo sur la marque de 2-1. Sur ce plateau, nous recevons Dave Mbele. Dave, bonsoir. Bonsoir Martial. Alors, au sortir de cette élimination, simplement, quelles sont les leçons à tirer? Bon, déjà, il faudrait éviter rapidement que notre football replonge dans l'immobilisme, ça c'est clair. C'était donc une défaite que l'on n'espérait pas avoir du côté de Togo. Là, les Panthères du Gabon, sur 2 tablettes, maintenant, ne joueront plus que pour la Coupe du Monde de football. Bon, pour la Coupe d'Afrique des Nations, là, il va falloir donc tirer la sonnette d'alarme et puis remobiliser certainement l'équipe. Il y a quelques cadres qui n'ont pas donné satisfaction cet après-midi, du côté du stade de Kégué. Le renouvellement, notamment donc, des générations, s'impose à ce niveau-là. Et je crois qu'en football, pas besoin de tricher lorsqu'on sait qu'on va pour des conquêtes aussi importantes telles que la Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien dommage, pays organisateur en 2012, qu'on soit absent un an après, c'est quand même du gâchis, on peut le dire. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on n'espérait pas être éliminé. Et pourtant, avant le match, on savait que c'était très très serré quand même. Oui, serré, on va le dire. Le Togo a joué crânement ses chances. On prend 2 buts, je veux dire, le premier but, c'est une frappe quasiment des 35 mètres. Ovono, qui se déchire pourtant, a été mieux proche du poteau, d'ailleurs, d'où le ballon rentre. Là aussi, il faudra revoir un peu donc, la disponibilité, hein, on va dire, un peu de tous ces cadres-là qui sont de facto appelés dans l'équipe nationale, de quoi titulaire aussi. Ça peut donc reposer tout le débat au niveau de la composante de cette équipe nationale. Je crois que les problèmes sont donc profonds. Il va falloir donc les éplucher un à un pour pouvoir évidemment arriver à trouver une solution définitive. Alors peut-être le dernier mot, on constate de plus en plus qu'il n'y a plus en Afrique d'équipes dominantes. On annonce par exemple, on sait aujourd'hui que le Cameroun entre autres, qui n'était pas présent lors de la dernière échéance, ne sera pas non plus qualifié. Oui, pour les puristes que nous sommes, l'élimination du Cameroun n'est pas, on va dire, un sujet d'étonnement pour nos spécialistes dans la matière. Le Cameroun souffre comme ça depuis quasiment déjà 3 ans. C'est une équipe en constante difficulté en interne. Et je crois que c'est un football à refaire. Le Cap-Vert vient de se qualifier de manière brillante. C'est une première pour ce pays-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui travaillent à la base. Merci Dave Mbele pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Nous vous annoncions la fin du côté de Kinshasa du 14e sommet de la francophonie. Parmi les discours attendus lors de cet événement au Palais du Peuple de Kinshasa, celui du président français François Hollande qui appelle au soutien de la langue française et la solidarité envers la RDC et le Mali. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Discours attendu, celui de François Hollande. Le chef de l'État français invite les pays francophones à défendre le français. L'homme s'engage à faciliter les échanges entre francophones. Multiplier les échanges dans l'espace francophone, entre les jeunes, entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les artistes, les créateurs. Et la France doit montrer l'exemple. Il y a trop d'obstacles qui sont mis sur la route de celles et ceux qui veulent montrer leur talent dans l'espace francophone, apporter leur contribution, venir étudier ou chercher. La France, donc, a réalisé des efforts pour améliorer cette situation à travers des visas de circulation désormais valables sur plusieurs années. Mais il y a encore trop de freins. Et c'est pourquoi je veux que les étudiants francophones puissent circuler plus facilement et que les artistes puissent également être accueillis partout dans l'espace francophone. François Hollande appelle la grande famille à manifester toute sa solidarité au peuple congolais et malien accablé par la guerre. Le numéro 1 français a insisté sur la lutte contre la drogue et la piraterie. La France est prête à accueillir le premier forum des femmes francophones.
Le président français dit être venu à Kinshasa renouveler la confiance à l'avenir de l'Afrique, la jeunesse. Et puis la problématique de la survie du français fait l'objet des discussions dans les couloirs du sommet. En tout cas, ça a fait l'objet de ces discussions. Le constat offre une image différente. Plusieurs adhésions s'observent. Le cas du Qatar, par exemple. La langue française est-elle en difficulté ou pas? Reportage. Quel avenir pour le français? Cette question revient sur la table à chaque sommet de la francophonie. Ici à Kinshasa, les participants au 14e rendez-vous de la francophonie vivent un paradoxe. Si l'anglais exerce une domination évidente sur le français, en revanche, les adhésions à la francophonie se multiplient. Le constat est patent. Ces demandes proviennent en majorité des pays anglophones qui postulent pour une place au sein de la grande famille francophone. Il y a la réaffirmation de l'engagement de la francophonie à prospérer dans l'espace mondial. C'est d'autant plus que nous avons noté un nombre croissant de demandes d'adhésion de pays, de nouveaux pays qui souhaitent bien sûr faire partie de notre famille. Beaucoup de demandes ont été appréciées et elles ont répondu à un traitement favorable. Paradoxal. Doit-on croire qu'il s'agit de l'entrisme, cette politique qui consiste à faire pourrir le régime de l'intérieur pour mieux le combattre une fois à l'extérieur? Simple question de journaliste. Il n'empêche, certains animateurs de la francophonie proposent 8 axes d'une stratégie pour maintenir le français. L'application des législations linguistiques nationales, la diversification de l'enseignement des langues étrangères, l'exigence de la publication en français de tous les travaux de recherche médicale, la circulation facilitée des étudiants, écrivains et autres dans l'espace francophone, un appui massif à la numérisation des patrimoines, le renforcement de la recherche des systèmes de traduction automatique, la priorité d'une politique bilatérale et multilatérale pérenne en direction de l'Afrique francophone pour le développement de son système éducatif. Enfin, l'utilisation de la langue française par les représentants des pays francophones dans les grandes organisations. Et puis, le président Ali Bongo Ondimba a reçu, lui, en audience, le Premier ministre de Djibouti. L'homme était porteur d'un message du président à son homologue gabonais. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Dileïta Mohamed Dileïta est le Premier ministre de Djibouti. L'homme est porteur d'un message du président djiboutien au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La communication porte sur une demande de soutien des autorités djiboutiennes, demande adressée au président gabonais qui plus est présidente en exercice de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. J'avais un message de notre président. Vous savez que Djibouti a décidé de présenter la candidature de notre ambassadeur à Paris comme futur directeur général de l'UNESCO. Et je suis venu faire demander l'appui du président, non seulement en tant que pays Gabon, mais pour qu'il puisse nous appuyer aussi au niveau de la sous-région. Le Premier ministre Dileïta Mohamed Dileïta dit devoir profiter de l'aura du président Ali Bongo Ondimba et de son leadership sous-régional pour convaincre ses pairs du soutien de cette candidature. Et puis en marge des activités au Palais du Peuple, où se déroulait donc ce 14e sommet de la francophonie, les premières dames de la RDC, du Gabon, du Cameroun et du Burundi se sont rendues à l'Académie des Beaux-Arts, une école qui date de très longtemps et qui a également formé plusieurs nationalités dans le domaine. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa est un institut d'enseignement des arts visuels et des arts plastiques. La structure a été sollicitée plusieurs fois pour la réalisation des monuments par les dirigeants du continent africain. L'école a été fondée bien avant les indépendances, en 1943. À cette époque, elle était située dans la province du Bas-Congo et avait pour nom École Saint-Luc. En 1949, 6 ans après sa création, l'école est transférée à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et est rebaptisée en 1957 Académie des Beaux-Arts. La réforme de l'enseignement supérieur et universitaire au Zaïre, actuelle RDC en 1981, intègre l'Académie des Beaux-Arts dans l'ensemble des instituts supérieurs techniques nationaux. Aujourd'hui, on retient que plusieurs nationalités sont sorties de cette école. L'Académie des Beaux-Arts étant l'unique institution d'art en Afrique centrale,
pour l'enseignement supérieur, nous acceptons tout le monde. Les Gabonais ont étudié ici, les Camerounais, les Rwandais, les Angolais, les Congolais d'en face. Et voilà quoi. Déjà, à partir de ça, il y a une diversité. Au niveau du secondaire, les enseignements tournent autour de la décoration intérieure, le métal battu, la peinture et la sculpture. Au niveau du supérieur, les arts graphiques et les arts plastiques. Sylvia Bongo Ndimba est venue ici toucher du doigt, mieux voir ce qui se fait, car la première dame du Gabon est très attachée à la culture, élément incontournable d'identification des peuples. Voilà donc le 14e sommet de la francophonie s'est bel et bien achevé du côté de Kinshasa. Et pour cette dernière journée, eh bien, les chefs d'État et de délégation ont échangé sur des thèmes clés, notamment la langue française, diversité culturelle et éducation, puis aussi les enjeux environnementaux. Le 14e sommet de la francophonie a clôturé ses travaux par un long huis clos des chefs d'État. Huis clos qui a permis aux leaders de la grande famille francophone de se prononcer sur des questions importantes du sommet. La langue française, diversité culturelle et éducation. Ce thème offre une piste adéquate pour la survie de cet instrument de communication, le français. Autre thème et non des moindres, les enjeux environnementaux et économiques, thème managé par le président Ali Bongo Ondimba. Ici, il est question, pour les Africains particulièrement, la famille francophone en général, d'arrimer l'essentiel de leur action de développement à l'économie verte. C'est elle qui conduit vers le développement durable, concept innovant. Chaque fois que nous avons l'occasion, nous faisons avancer cette cause de l'environnement. Et donc là, pour nous, il s'agissait de voir qu'est-ce que la famille francophone peut apporter dans ce domaine-là. Et là, un certain nombre de pistes qui sont donc très intéressantes et le Gabon a contribué pour cela. Mais c'est un combat de tous les jours. Les travaux sont sanctionnés par une déclaration, la déclaration de Kinshasa. D'ores et déjà, c'est le président Joseph Kabila Kabange qui assure la présidence du sommet. Ce jusqu'en 2014, date du 15e sommet, un 15e sommet prévu à Dakar au Sénégal. 2 adhésions ont été signalées, 2 parmi lesquelles celle du Qatar. Et puis à l'occasion de la clôture de ce 14e sommet, eh bien, un dîner a donc été offert par le couple présidentiel congolais. Un grand moment de dialogue, nous rapportent nos confrères de la presse présidentielle. Le 14e sommet de la francophonie est le premier jamais organisé en Afrique centrale. Le 5e sur le continent et le premier de la présidence Hollande. En Afrique, les discussions, même les plus houleuses, se poursuivent toujours autour d'un repas. C'est précisément à table que les accords, même les plus difficiles à manœuvrer, ont souvent connu des dénouements heureux. Kinshasa n'a pas dérogé à la règle. Les tensions d'avant-sommet, les déclarations intempestives prononcées par les uns et les autres ont fortement ébranlé la sérénité de certains animateurs de la francophonie. À l'ouverture des travaux au Palais du Peuple, d'importants efforts de communication ont été enregistrés pour éviter la rupture. Ce n'est pas toujours suffisant dans tous les cas. Les échanges autour de ce mets congolais ont offert de nouvelles pistes de dialogue pour apaiser autant que faire se peut l'ambiance électrique suscitée par les propos rendus publics avant le début du sommet. Aussi, François Hollande a su intégrer son rang au sein de la grande famille. Les 2 orateurs qui ont animé le toast ont appelé la famille à plus de solidarité et d'entraide pour une coopération encore plus dynamique, respectueuse de l'action des autres. Le président français a su échanger avec des mots justes pour ramener le climat de confiance mutuelle. L'objectif au finish, c'est une famille riche de par sa diversité, mais dynamique pour sa capacité à transcender les divergences et laisser la place au dialogue et à la concertation. Les convives se sont séparés, le sourire retrouvé. L'air de dire, les malentendus, c'est du passé. Voilà, après Kinshasa au Congo, le président de la République se rend à Bruxelles. Dans la capitale belge, le chef de l'État prend part au Forum européen sur le développement aux côtés d'une centaine d'experts du monde entier. Bruxelles, la capitale de Belgique. Depuis 1830, la cité connaît une densification démographique. À la pointe de l'Europe, Bruxelles est aussi une cité cosmopolite et multiculturelle. Siège de l'Union européenne et de l'OTAN, Bruxelles possède le plus grand nombre de diplomates après Washington. Plus de 30% de la population ici est étrangère.
Dans cette ville de près de 2 millions d'habitants, le président de la République devrait prendre une part active aux Journées européennes de développement. L'initiative vise à aider les pays du continent à se réapproprier leur croissance. 5000 experts internationaux issus d'une centaine de pays du monde entier sont attendus ici, sur invitation de la Commission européenne. La 7e édition de ce forum annuel constitue une plateforme de rencontres et d'échanges de bonnes pratiques pour les acteurs du développement. Le président de la République devrait marquer de sa présence ces assises par une intervention sur les enjeux de développement de l'heure. Voilà, nous parlons à présent du premier anniversaire du décès du président de l'Union du peuple gabonais. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Alix Kizito Mulungi Bwangue. C'est bien prononcé? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes le secrétaire politique en charge donc de la communication de l'UPG. C'est cela. Alors, au moment donc où vous allez célébrer ce premier anniversaire de la disparition de Pierre Mamboundou, vous allez peut-être nous donner les grandes articulations de cette célébration, cet événement. Je vous remercie, monsieur Tchibilda. Selon le bureau du secrétariat exécutif de l'Union du peuple gabonais, le programme commémorant le premier anniversaire de la disparition de notre président est arrêté comme suite. Déjà, toute la matinée, nous demandons à tous les militants et militantes sympathisants de se rendre déjà au siège pour que l'ambiance soit déjà effective. Mais le nœud de la manifestation va commencer précisément avec la messe de requiem qui aura lieu à 16h. Mais nous demandons déjà à toutes les personnalités et les membres du bureau politique d'être à partir de 14h à la cathédrale Sainte-Marie. Ensuite, à 17h, c'est le retour pour le siège. Et de 17h à 18h, arrivée des représentants des chefs des partis politiques ainsi que leurs présidents. Ensuite, arrivée des membres du corps diplomatique, parce que nous avons tenu à inviter tout le monde. Le président Mamboundou n'était pas simplement un nationaliste, mais il était aussi au sens international du terme, quelqu'un de très apprécié. Et il a eu beaucoup d'amis. C'est ainsi que nous aurons à partir de 18h30 le mot de bienvenue, la diffusion des films de l'œuvre laissée par Pierre Mamboundou. Ensuite, 19h30, le discours du secrétaire exécutif de notre parti. Et la fin des festivités sera clôturée par un cocktail. Alors, nous constatons autour de cet événement qu'il existe sur la place deux affiches. Alors, qu'en est-il exactement? Vous faites bien de poser cette question, cela me donne l'occasion de recadrer le débat. En effet, le contexte politique actuel... Mais très rapidement, s'il vous plaît. Oui, le contexte politique actuel ne nous permet pas, je voudrais dire, d'organiser ce genre de manifestation. Nous voulons commémorer la disparition... Parce que dans l'une des affiches, on parle d'une marche qui serait organisée. Voilà, donc nous voulons commémorer dans la sobriété, dans le recueillement, la disparition. Il n'est nullement besoin pour nous d'organiser une marche parce que la marche au sens politique est vue comme une protestation. Nous ne protestons rien, nous voulons simplement rendre hommage à notre défunt président. Ceci dit, nous ne nous reconnaissons pas dans cette affiche et il n'est pas de la responsabilité de la frange menée par le secrétaire Mathieu Mboumbandjingi que j'accompagne dans son œuvre parce que je reste un légaliste selon les dispositions et les statuts du parti. Alors, vous parlez de frange. Dernière question très rapidement. Existe-t-il deux UPG finalement? Il n'y a pas deux UPG, il y a simplement une crise. Et là, vous me donnez l'occasion de lancer cet appel que lance le secrétaire exécutif, M. Mboumbandjingi, qui tend toujours la main pour qu'ensemble, nous organisons le congrès dans la sérénité. Ce n'est pas en restant à la périphérie que nous allons, n'est-ce pas, trouver un consensus. Venez au parti, les gens, les postes sont là, et personne n'a été changé ni chassé du parti. Revenons pour préparer le congrès dans la sérénité. D'accord. Merci en tout cas. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions M. Alix Kizito Mulungi Bwangue. Il est le secrétaire politique en charge donc de la communication de l'UPG. Il venait nous parler des manifestations commémorant donc le premier anniversaire du décès du président de l'Union du peuple gabonais, Pierre Mamboundou. Merci et bonne festivité en tout cas. C'est nous qui vous remercions et nous vous invitons à nous accompagner dans cette manifestation. Comme toujours avec Gabon Télévision. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Et nous parlons donc des chantiers, les chantiers de l'émergence qui sont donc au cœur d'un voyage de presse organisé par le département communication de la primature. Il s'est agi entre autres pour les journalistes d'être sur le terrain afin de recueillir l'information juste et constater par eux-mêmes l'état d'avancement des travaux. Il faut dire que ce voyage a débuté par un point de presse dans la salle de conférence du Stade de l'Amitié. Le reportage est de Arnaud Mengue et de Ahmed Mouyaka.
Informer les populations sur les différentes réalisations et le niveau d'avancement des travaux sur les chantiers initiés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, c'est l'objectif visé à travers le voyage de presse dit des chantiers de l'émergence. Une initiative du Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, chargé de traduire en acte le programme de société du président de la République. La conférence de presse a marqué le début de ce voyage à travers les chantiers. Les organes de presse que vous représentez, quelle que soit leur forme, écrite ou audiovisuelle ou en ligne, constituent un repère pour chaque Gabonais. Et c'est pour ça qu'il est plus qu'utile qu'ensemble, on puisse renforcer cette collaboration, parce que vous n'êtes pas seulement notre relais, mais dans bien des cas souvent, vous êtes également notre source d'information. Le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux s'est saisi de l'opportunité pour présenter aux journalistes quelques projets du schéma directeur Gabon émergent en matière de construction des infrastructures et a rappelé le rôle de l'ANGT. On veut que les compagnies extérieures, les investisseurs viennent et comprennent que le Gabon est un pays de paix, un pays solide, un pays d'avenir, un pays qui a des richesses exceptionnelles et un pays qui a une ressource naturelle enviée par plusieurs pays dans le monde. Ceci attire les investisseurs. Mais les investisseurs veulent voir, avez-vous des infrastructures pour me permettre d'aller dans ces endroits-là? Les journalistes ont par la suite visité les salles de classe du lycée du Stade, des salles de classe climatisées en pleine transformation pour donner un cadre confortable aux apprenants. Et puis la construction des logements sociaux du côté d'Angonje, projet du chef de l'État, il prend corps au fur et à mesure. Les premières maisons seront livrées en décembre prochain, nous dit Ahmed Mouyaka et Arnaud Mengue dans ce reportage. Même si la carence des parcelles constitue un obstacle majeur, la volonté et l'engagement des plus hautes autorités de construire des logements sociaux sur ce site restent déterminantes, comme le témoignent ces maisons modèles d'Angonje. Ce sont des maisons, donc un peu l'ensemble complet. Le total de tout cela, ça va monter près de 700 maisons qui vont être seulement dans cet endroit. Vous avez la parcelle 10, la parcelle 3. Alors la parcelle 3 qui est juste à côté, elle est dans le même concept, mais vous avez une école primaire beaucoup plus avancée. Vous avez tout ceci, le centre de sport, de football, le soccer, également les autres sports activités. Vous avez également des maisons, toujours les maisons à côté des écoles. Vous avez un bureau du gouvernement, vous avez une école maternelle, d'autres maisons avec magasins, d'autres maisons plus luxueuses, et les maisons sont toutes mélangées, l'ensemble complet. Okay? Ici, il est prévu la livraison de logements avant fin décembre prochain. 7 000 à 8 000 employés seront sur le terrain pour accélérer la construction des maisons. La construction de 200 000 logements sociaux sur l'ensemble du territoire entre 2012 et 2025 suscite un espoir énorme auprès des populations. Seulement, la question qui taraude les esprits est celle de savoir si ces futures maisons seront livrées dans les délais et seront accessibles aux Gabonais à faible revenu. Le monde entier célèbre demain, 15 octobre, la journée mondiale de la femme rurale, instituée en 1995. Chez nous, les manifestations ont été reportées au 20, 21 et 22 de ce mois dans la localité de Bifoun, dans le Moyen-Ogooué. En attendant, le ministre de la Famille s'est entretenu avec la presse pour marquer l'importance que le Gabon accorde à cette journée. Écoutons Madame le ministre Honorine Zébitege. Elle est au micro de Templar Eban Abessol. Quand une journée est instituée, c'est qu'il y a d'abord eu quelque chose. Ce sont des femmes de la Fédération mondiale des agricultrices qui se sont levées un jour pour que leurs activités soient connues. Et cela a attiré l'attention du monde, notamment des Nations Unies, qui a estimé qu'il fallait, par rapport à toutes ces préoccupations, réserver une journée spéciale à ces femmes-là. C'est pour mettre en exergue ce qu'elles font à longueur de journée et qui est souvent mal connu et mal considéré. Or, lorsque vous voyez le travail qu'elles abattent
par rapport à l'agriculture, par rapport même à leur foyer, c'est un travail puissant, si je peux parler ainsi. Dans ces axes stratégiques, le chef de l'État a prescrit qu'il faut absolument éradiquer les problèmes de pauvreté, les problèmes avec leur corollaire, la faim et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, dans cet agenda qui nous amène dans un court, moyen et long terme, vous voyez tout au long l'importance que doit revêtir l'agriculture dans notre pays. Cette fois-ci, nous avons choisi le moyen Ogoué. Bifoun est un central. Lorsque vous voulez aller au Welentem, au moyen Ogoué, dans l'Angounier et partout, vous êtes obligé de passer par là. Nous nous sommes dit, en célébrant cette journée à cet endroit, tout le monde va en bénéficier, même les voyageurs qui seront de passage. Parce qu'au cours de cette journée, il y aura un certain nombre de manifestations. Est passé. Alors, nous revenons sur ce plateau pour parler donc du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui prenait part il y a quelques jours donc à la cérémonie de prestation de serment des magistrats et greffiers affectés au tribunal de première instance de Libreville. Le reportage est de Jean-Raoul Wabadinga. Les images sont de Jean de Dieu Mamboudou. Je jure de fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. Je le jure. L'audience solennelle qui s'est déroulée en présence du ministre de la Justice garde des Sceaux était une cérémonie couplée d'installation de magistrats et prestation de serment des greffiers affectés et promus au tribunal de première instance de Libreville. Nommé par décret 422 PR du 29 août 2012, le caractère de cette nomination a été défini. L'installation d'une nouvelle équipe est toujours un moment fort dans la vie d'une juridiction. Une audience ad hoc ne peut que revêtir une solennité toute particulière qui tient à la fois du caractère éminent des fonctions de l'action que nous sommes amenés à exercer qu'à la confiance qui est portée sur nous ainsi qu'à la diversité des parcours des uns et des autres. Un hommage particulier a été rendu au sortant par le tribunal de première instance. S'il est aisé de rendre un hommage à ce que l'on a connu, il est prétentieux d'en faire autant à ce que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît à peine. Le tribunal de première instance a défini les attentes des Gabonais. Le peuple gabonais au nom duquel la justice est rendue a le droit d'espérer que nous soyons bien largement et incontestablement à la hauteur des fonctions qui sont présentement les nôtres. Aux magistrats, vous accédez à ces postes de responsabilité au moment où la justice est résolument décidée de prendre de l'envol, parce que désormais débarrassée de tous les réseaux d'influence. Les greffiers sont passés à la cérémonie de prestation de serment. Je le jure. Je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Le procureur de la République a exhorté les uns et les autres à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur exaltant métier. Dans votre agenda, à noter également que demain, 15 octobre, et cela jusqu'au 18, s'ouvre un événement conjoint, le Séminaire national de la qualité, et également la conférence annuelle de l'éducation, la science et la technologie pour le développement en Afrique. Et pour en parler, nous recevons M. Christian Jean-Joël Ngwaondo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le responsable de la normalisation. Oui. Alors, justement, c'est une notion qui n'est peut-être pas accessible à tout le monde. Au départ, est-ce vous pouvez nous donner une définition succincte de la normalisation? D'accord. Alors, ce qu'on entend par ce concept technique, normalisation, c'est le processus par lequel on élabore des normes. Alors, la norme elle-même, en tant que telle, c'est un document qui apporte des solutions par rapport aux problèmes qui se répètent sur le plan économique, culturel ou social. Puisque nous sommes à une définition peut entraîner une autre. On va également définir le concept de qualité, puisque je rappelle à nos téléspectateurs que pour cet événement conjoint, il y a le Séminaire national de la qualité. Qu'entend-on par qualité?
Je vous remercie à nouveau. Alors, le concept de qualité, pour le définir de façon succincte, alors la qualité d'un produit ou d'un service, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le concept de qualité repose d'abord sur le respect scrupuleux de la conformité, donc des exigences qui sont contenues dans ce document que l'on qualifie de normes. Alors, la qualité ici doit être vue comme un bien ou un service qui respecte cette conformité afin de faire de telle sorte que le client, ou du moins le consommateur ou l'usager, soit protégé en permanence. Alors, est-ce que finalement il y a une interdépendance entre ces deux notions? Autrement dit, quel est le lien entre la normalisation et la qualité finalement? Alors, le lien que l'on peut faire entre ces deux concepts techniques, c'est que pour qualifier un bien ou un service de qualité, la présomption de qualité va reposer en grande partie sur la mise en œuvre ou l'utilisation de la norme qui exige qu'il y ait des exigences auxquelles on doit se conformer pour produire des biens de qualité. Merci en tout cas pour la clarté de vos explications. Avant de nous séparer, simplement revenir sur l'événement de demain. Oui, tout à fait. Et lancer votre appel. Ok, alors demain, il se tiendra donc deux manifestations conjointes. La Semaine nationale de la qualité, édition 2012, qui débutera à 8h30, à partir de 8h30. Et cela se tiendra en même temps que la première conférence annuelle sur l'éducation, la science et la technologie pour le développement en Afrique. Alors donc ça se tiendra à l'immeuble à Rambo, de lundi à jeudi, donc du 15 au 18. Et je répète, à partir de 8h30. D'accord. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Christian Jean-Joël Ngwang Ondo, c'est le responsable du concept de la normalisation. Il venait donc nous parler de cet événement qui, il vous l'a dit, débute demain, 15 octobre, cela jusqu'au 18. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Avec moi sur ce plateau, Arnaud Mengue, qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Elles ont coordonné les éditions d'information avec vigueur, avec force. Ce sont les sirènes de la rédaction, Tassiana Minko et Balbin Ntsam Omva. Toute l'équipe d'antenne dirigée par Pierre-Charles Savage se joint à moi et également Alain Richard Zambazinga pour vous dire merci. Merci d'être resté fidèle au programme de Gabon Télévision. On se retrouve très très prochainement.